Bonjour Lucie Mariotti. Comme c'est bon de se retrouver. Tu ris parce que t'aimes bien quand je dis ton prénom, à chaque fois j'aime bien le dire, je trouve qu'il sonne bien en bouche. Et je suis surtout très contente de te voir parce que ça fait quand même un bail. C'est vrai, ça fait un bail. En attendant, moi j'ai de quoi m'occuper cet été parce que tes 2 livres sont derrière toi, je les prends dans ma valise, ils seront avec moi à côté de la piscine. Quel retour t'as eu sur les bouquins? Je crois qu'ils sont très bons. Hein. Écoute, j'ai eu des... En fait, c'était ça que j'attendais surtout. Au-delà de savoir comment ils allaient se vendre, et je pense que c'est pareil pour toi, pour ton livre. Ce qui est important pour des gens comme toi et moi, voilà, c'est pas les ventes, c'est savoir comment les gens ont reçu ça. Bien sûr. Et en fait, les commentaires ont été très positifs. Et donc ça, c'est vraiment... c'est du bonheur. Là, tu te dis, ça a été long, ça a été dur. J'ai accouché, parce qu'on accouche vraiment d'un livre, je pense. Mais ça valait la peine parce que les gens sont contents et ça aide littéralement. Donc, oui, voilà, j'ai vu que ça avait aidé énormément de personnes qui ont témoigné au travers de Exact. commentaires grâce à tes ouvrages. Ouais. Mais il y a aussi la chaîne YouTube maintenant. Ouais. Ça veut dire qu'on avait les livres jusqu'à présent, on a les livres et j'espère qu'on en aura d'autres. Mais maintenant, il y a l'aspect vidéo. Comment ça t'est venu? Bientôt, il y aura les mugs. Oui, aussi. mais oui. Mais ça m'est venu parce qu'en fait, je crois que j'avais envie de liberté. J'avais envie d'un lieu qui n'appartienne qu'à moi et dans lequel, même si dans les tournages, j'ai la chance de travailler avec des boîtes de prod dans lesquelles je suis très libre, j'avais envie d'un lieu qui soit vraiment ma signature pure et dure, dans laquelle je dis ce que je pense, quand je le pense et comme je le pense. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de cette chaîne YouTube, c'est ma philosophie de la vie et de l'amour, retranscrite de manière alors très artisanale, très authentique et très amateur, mais voilà, avec l'humeur de l'ici et maintenant, en fonction de l'envie. Et ben c'est pour ça que nous sommes 2 youtubeurs qui partageons ensemble un challenge YouTube. C'est le Love Challenge. Lucie, tu vas voir, c'est le challenge de l'amour. C'est le Love Coaching Challenge. Que dis-je? Regardez, ça arrive maintenant. Donc Lucie, j'ai posé la question avec ma team à ma communauté, on leur a dit, voilà, je vais recevoir Lucie Mariotti, quel problème vous avez dans votre couple? Donc tu as des anonymes qui vont te poser des questions auxquelles tu vas répondre, mais on a aussi des personnalités issues de la télé-réalité que tu n'as jamais reçues, comme des candidats des Marseillais, peut-être Maëva et Greg, Alix et Benji, Eddie. Hein, j'ai une situation par rapport à Eddie et son couple avec son ex Fred. Tu pourras nous donner ton avis. On commence tout de suite avec un premier message de ma communauté qui est le suivant. J'ai 26 ans. J'ai eu 4 vraies relations dans ma vie qui se sont terminées pour la même raison. Alors, je ne sais pas comment communiquer et gérer les émotions négatives, peur, contrariété, colère, sans me mettre en rage pour des détails. J'ai rompu il y a plusieurs mois avec mon dernier compagnon et je n'arrive pas à avancer, à me projeter avec d'autres personnes parce que j'ai vraiment très peur d'avoir un nouveau mal et de ne pas réussir à encaisser la douleur. C'est anonyme comme question, on n'a pas de prénom. Tout à fait, c'est anonyme comme question. Je pense que la communication et la gestion des émotions négatives sont totalement liées et que si cette jeune femme arrivait finalement à dire les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent, c'est-à-dire là, je sens que ma colère monte et je sens que j'ai un peu peur, je sens que j'ai des doutes, que je suis jalouse, etc., ça lui éviterait justement de se mettre dans des crises de rage pour des détails. En fait, cette jeune femme, c'est une cocotte sous pression avec une soupape qui a disparu. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu encaissais pendant une semaine des réflexions, des situations désagréables et que tu les gardes pour toi, à la fin de la semaine, pour un verre d'eau renversé ou un verre de lait renversé, tu vas péter un plomb alors que la situation ne s'y prête pas. C'est simplement qu'elle a besoin, je pense, d'évacuer et justement d'apprendre à communiquer et à dire ce qu'elle ressent. Dire ce qu'on ressent, c'est pas forcément attaquer l'autre. En fait, communiquer, c'est pas forcément dire tu te comportes mal, tu es en retard, tu me fais du mal, tu es égoïste. C'est simplement dire là, je me sens pas super bien parce que j'ai besoin peut-être de plus de considération, j'ai besoin de plus de respect, de plus d'écoute, de réconfort, etc., etc. Et en fait, quand on exprime les choses et quand on se connecte à soi pour écouter, accueillir et exprimer ses émotions, on n'a pas besoin de péter un plomb quand il y a un détail qui nous dérange parce qu'en fait, finalement, on a évacué au fur et à mesure et du coup, là, on n'est pas une cocotte sous pression qui explose au moindre truc qui va de travers. Je te propose de découvrir maintenant la problématique de 2 candidats de télé-réalité que ma communauté connaît bien. Je ne sais pas si tu les connais, Maëva et Greg. Non. Alors, depuis leur rencontre dans les Marseillais, Maëva et Greg, c'est un jour oui, un jour non. On voit que la plupart du temps, c'est Greg qui fait tout pour récupérer Maëva qui est dans cette dynamique et que Maëva le fait galérer de saison en saison, comme ils disent. Alors Lucie, est-ce qu'il est vraiment possible de reconstruire quelque chose de solide après une rupture dans un couple?
Oui, bien sûr, il est possible d'offrir ou de tenter d'avoir une deuxième chance. Oui, c'est même souhaitable si c'est fait pour de bonnes raisons et si c'est fait en ayant tiré une leçon de ce qu'on a déjà vécu. Parce que remettre le couvert parce que l'autre nous manque sans avoir rien compris à ce qui a échoué la première fois reviendrait simplement à se contenter de l'amour et de l'attirance. Et on sait dans un couple mature que ça ne suffit pas. Il faut avoir réfléchi à la qualité amoureuse de ce qu'on veut vivre. Donc remettre le couvert, c'est possible si on a travaillé sur les raisons de l'échec, du premier échec. Et est-ce qu'il y a un nombre limite de ruptures qu'un couple peut supporter? Je ne vais pas te dire de manière arbitraire qu'au bout de 12 fois, c'est mort. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment donné, la machine se casse. C'est-à-dire que le cœur se brise littéralement et il y a un verrou qui saute dans le cerveau et où en fait, tu es tellement abîmé, c'est aller tellement loin que tu peux plus. C'est-à-dire que comme une voiture que tu répares et qui un jour a eu tellement de réparations, elle est tellement vieille, a tellement roulé que c'est terminé pour elle, c'est la casse. Et ça peut arriver aussi dans un couple. Donc attention à ne pas s'user et trop s'abîmer en faisant ça. Et enfin, est-ce que la galère, faire galérer, est-ce que c'est malsain? Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça dans le couple, Bien qui sûr sont que dans oui. cette dynamique de galère avec le partenaire. Hein. Mais oui, mais ça, je pense que c'est hérité d'une phrase à la con qui est vraie, mais qu'on n'aurait pas dû plébisciter, qui est « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est le fonctionnement des essuie-glaces, on l'entend tout le temps. Alors, générer du manque, oui. En faire une stratégie pour manipuler l'autre, oui, c'est très malsain. Non, surtout pas. On découvre un témoignage de ma communauté. Alors, celui-ci est de Elle a capoté, hein, c'est son nom sur YouTube, qui nous dit « Je suis un bébé voulu pour les mauvaises raisons. » C'est pas son prénom. Non, c'est pas son prénom, c'est son pseudo. « Je suis un bébé voulu pour les mauvaises raisons. Mon père est parti et depuis... je n'ai que peu de liens avec. Je n'ai jamais été déçu personnellement par l'amour, mais je n'arrive pas à y croire suite au divorce de mes parents. Je n'arrive pas à me dire que mon copain actuel va rester avec moi. J'ai peur qu'il m'abandonne lui aussi. Cela crée des problèmes de confiance. Je n'ai pas confiance en lui et moi non plus. » Notre histoire personnelle, est-ce qu'elle a un impact sur notre vie future ? Elle a un impact plus ou moins grand selon les personnes, parce que tu vois, une personne qui aurait vécu la même histoire qu'elle a capoté aurait pu réagir différemment. Et c'est ça, la première chose à retenir, c'est que face à un même événement, 10 personnes vont réagir de 10 manières différentes. Et tant mieux, ça veut dire que l'histoire n'écrit pas qui on est. C'est nous qui écrivons qui nous devenons en fonction de ce que l'on a vécu. Et on voit que chez cette jeune femme, ça a déclenché un syndrome de l'abandon, qui est bien normal puisque... elle estime en tout cas qu'elle a été mise au monde pour de mauvaises raisons et que son père est parti et qu'elle n'a jamais eu de lien avec lui. Donc on comprend en fait cette peur parce que le bébé évidemment emmagasine cette espèce de terreur parce que pour lui c'est vital d'avoir des parents qui s'occupent, voilà, c'est indispensable à son bien-être et à sa vie. Donc on comprend qu'elle ait cette terreur de l'abandon et qu'elle la revive avec son conjoint. Ce que je l'invite à faire fortement, c'est à travailler sur l'amour de soi. C'est-à-dire à se rendre compte que finalement, la seule personne qui est indispensable pour elle, c'est elle-même. L'amour de soi, c'est ce qui soigne le mieux et le plus efficacement et le plus durablement surtout les crises d'abandon et les angoisses d'abandon. Et tu en parles, pour l'avoir lu, je le sais, dans l'amour le vrai, parce qu'on croit que l'amour, le vrai, c'est toujours celui de l'autre, mais il passe aussi par soi. Et toi, tu en parles énormément ouais. de ça. On passe tout de suite à Alix et Benji, là, ce couple. Je ne sais pas si tu les connais, Lucie. C'est pas vrai. Ma communauté, elle les connaît. Hein. Alix et Benji étaient dans les Marseillais et il y a quelques semaines, c'est vrai qu'on ne parlait que d'eux. Alors, ma question est la suivante. Quand l'une des personnes dans le couple commet une infidélité, est-ce que c'est la faute de la personne en face qui n'a pas fait assez pour la retenir? Qui est fautif? Est-ce que tu me permets de répondre à une première question sur la fidélité avant de répondre à celle-là? En fait, l'infidélité n'existe que si ça fait partie du contrat du couple. Une infidélité, c'est quand on trahit un engagement. Et il y a des couples, par exemple, qui ont décidé de ne pas être exclusifs. Et donc, qui ne vivent pas l'infidélité. Donc, je tiens toujours à le rappeler parce qu'en fait, chacun invente son couple et son histoire d'amour comme il le souhaite. Et j'en parle beaucoup parce qu'encore une fois, la fidélité, l'infidélité, ce sont des choses que l'on choisit. On n'a pas à s'y coller parce que ça se fait comme ça. Donc, je ne sais pas quel est le contrat et quel est l'engagement entre cet homme et cette femme, mais a priori, si elle parle d'infidélité et qu'elle l'a quitté, c'est que leur engagement, ce n'était pas celui-là. Donc à partir du moment où cet homme a trahi leur engagement, qu'elle décide de partir, c'est bien normal. En revanche, c'est une erreur comme une autre à mon sens, pas plus grave que s'il avait fait preuve de manque d'attention répété, de comportement de goujat, de mensonge ou de malhonnêteté, même si on peut voir si on peut imaginer que l'infidélité est une forme de malhonnêteté. Je pense que toute erreur, si elle est reconnue, excusée, avec tout le travail pour montrer que ça ne se reproduira plus, peut être pardonnée à partir du moment où on a envie et où on est capable de vraiment pardonner et non pas de se remettre avec la personne en disant
tu vas en chier, quoi. Je vais me venger. Est-ce qu'il existe des tromperies qui sont plus graves que d'autres dans un couple? Non. En fait, il n'y a pas de... On pourrait imaginer, on pourrait se dire, ah, il m'a trompé que pour le sexe, pendant une soirée, il avait un peu bu, c'est moins grave que s'il avait eu une relation amoureuse pendant 3 mois. Mais en fait, encore une fois, c'est une question de la personne, ça dépend de la personne qui le reçoit. Il y a des personnes pour qui, en effet, avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, ça va être terrible et ça va être l'infidélité suprême. Il y en a d'autres pour qui avoir une infidélité sexuelle, ça va être au contraire. Tu vois, par exemple, une nana qui va être complexée sur son corps, si son mec, ou inversement d'ailleurs, un mec qui est complexé sur son corps, si sa nana va coucher avec un homme qui est à son sens super bien gaulé, ça va être la pire infidélité qui soit. Donc en fait, encore une fois, ça dépend de qui reçoit cette infidélité. Donc il n'y a pas d'infidélité plus grave qu'une autre, mais il y a une sensibilité qui fait que cette infidélité est difficile ou pas pour toi. On va découvrir un nouveau témoignage, une question, en tout cas au travers d'un témoignage. Bonjour, je souhaiterais rester anonyme, c'est le cas. Pas de souci. Je vis depuis 1 an et demi une relation à distance, 400 km nous séparent. On se voit très régulièrement, au minimum 2 fois par mois. Notre projet est de se rapprocher à la fin de l'année pour vivre ensemble pour toujours. Mais voilà, je n'ai jamais été jaloux ni possessif. Mais depuis cette relation, je n'arrive pas à faire confiance. Je sais que la distance y est pour quelque chose, mais je m'angoisse tout seul beaucoup. Je suis en permanence dans l'attente alors que mon compagnon, lui, est de nature très zen. Il me prouve son amour tous les jours, mais malgré ça, je suis, entre guillemets, jamais content. Je sais à quel point je peux être dur des fois, donc je souhaiterais savoir quelle est la recette pour ne pas se faire de soucis, pour ne pas stresser et vivre ma relation dans une ambiance beaucoup plus zen et plus détendue. Ça, je crois que c'est un problème dans beaucoup de couples. Oui. Vivre une relation zen et détendue, c'est pas évident. Oui, alors, mais pourtant, en l'occurrence, ce jeune homme qui souhaite rester anonyme, il a la réponse dans sa question. Lui, sa recette et sa solution et sa réponse, c'est en effet de déménager. Parce qu'on voit bien, et il l'a très bien analysé, que c'est la distance qui lui pose un souci. C'est-à-dire qu'en fait, la distance peut donner, comme on dit, tu sais l'expression qui dit « la nuit, tous les chats sont gris », peut donner un sentiment de grossissement et d'exagération des émotions et des choses qui se passent, et souvent de manière négative. C'est-à-dire que ce qui va te sembler jouable quand tu es face à quelqu'un, parce que cette personne, tu peux la voir, tu peux la toucher, la sentir, la regarder littéralement dans les yeux comme je le fais avec toi, ça va passer à distance parce que derrière, tu vas te retrouver tout seul, parce que c'est un téléphone, parce que c'est des emojis, etc. La communication est très biaisée, décontextualisée, et surtout, tu n'as pas la personne en face de toi pour te rassurer, te réconforter ou être sûr que vous vous êtes bien compris. Donc, je pense que ce jeune homme, c'est vraiment ça. La situation, c'est la distance, et sa jalousie, elle est liée à la distance. Et quand ils se seront rapprochés, c'est quelque chose qui ira mieux. Donc mon conseil, c'est vraiment d'aller au bout de ce qu'ils ont prévu, c'est-à-dire de se rapprocher. Et en attendant, d'essayer de mettre de l'eau dans son vin en se disant pas je suis jaloux, c'est comme ça, c'est à l'autre de s'adapter. Je suis jaloux, l'autre est digne de confiance et me rassure. À un moment donné, je prends sur moi aussi de me contrôler un peu, de faire attention à mon attitude et de ne pas épuiser l'autre en disant je suis comme ça, accepte-moi comme ça. C'est pas parce qu'on a une névrose, un truc maladif ou une difficulté qu'on doit l'imposer à l'autre en toute impunité. À lui de travailler également sur lui. Ça va dans les deux sens quand on s'aime. Oui. Allez, on va découvrir un nouveau visuel. Tu connais Eddie? Je connais Eddie, oui. Bien sûr, tu connais Fred ou pas? Pas du tout. Son ex-compagnon. Alors, Fred, le compagnon d'Eddie, a raconté il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux qu'il avait été agressé physiquement par Eddie. Un peu plus tard, Fred s'est excusé d'avoir exposé tout cela sur les réseaux et a dit que c'était sur le coup de l'adrénaline qu'il avait fait ça. Moi, la question elle est la suivante. Comment est-ce qu'on peut se canaliser quand les disputes dégénèrent dans le couple et deviennent parfois trop violentes? Partir. C'est-à-dire que si on se connaît un petit peu et qu'on sent que la colère monte et qu'on va arriver à un point de non-retour, parce que tu peux vivre dans la colère ce qu'on appelle un raptus, c'est-à-dire un moment où le conscient perd toute raison. C'est-à-dire ce qu'on appelle vriller. Vriller, exactement. Voilà, vulgairement parlant, on appelle ça péter un câble en fait. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'en effet, tu es dans l'émotion pure, la réaction pure, et tu n'es absolument plus dans le raisonnement. Et c'est là qu'on peut avoir des gestes, des propos, des attitudes gravissimes. Les gens pensent par exemple que la violence, elle n'est que physique, mais elle peut être évidemment verbale. Moi, je dis souvent, les mots, c'est comme les balles d'un revolver. Une fois que vous les avez lâchées, vous ne pouvez pas les faire retourner dans le pistolet, quoi. Tu vois, c'est fini, la personne, elle l'a entendu, même t'as beau t'excuser derrière, c'est trop tard. Donc en général, si on se connaît un petit peu et qu'on a un tant soit peu de recul sur soi et de respect quand même, parce qu'il faut penser aussi à la personne qu'on a en face, c'est dire, oula, je sens que ça va pas, donc soit respirer un bon coup si ça suffit, soit carrément quitter la pièce et partir en courant et aller hurler autour de chez soi, on s'en fout, hein, si on fait peur aux gens en criant, mais au moins aller exulter ça ailleurs. À un moment donné, il en va du respect de l'autre et du respect de soi-même que de ne pas
exploser et exposer et faire subir sa violence, surtout quand elle est physique. Donc pour pouvoir maîtriser son impulsivité, toi, ton conseil premier, c'est de partir. Dans le cas où ça arrive et où on en Oui. est là, après évidemment tu peux faire un travail en psychothérapie, tu peux faire un travail en développement personnel même tout seul, hein. Je veux dire, il y a tout un tas de techniques qui fonctionnent très bien, il y a des tutoriaux sur YouTube, il y a plein de choses pour aider à gérer la colère. Mais si tu en es déjà là et que tu n'as pas eu le temps de travailler ou que tu veux pas travailler sur toi, c'est au moins te dire, oula, je sens que ça monte, je sors de la pièce. Mais j'entends beaucoup de couples qui disent parfois « Oui, mais la violence, c'est le fonctionnement de notre couple. » Est-ce que la violence doit faire partie d'un couple ? Ça dépend ce qu'on appelle violence, mais enfin la violence c'est blesser l'autre intentionnellement ou non. Donc non, ça n'a absolument pas ça n'a pas sa place dans un couple, ça n'a pas sa place dans la vie, ça n'a pas la place dans l'existence ou dans l'humanité en général. Donc non, la réponse est absolument non. On va découvrir une nouvelle question au travers d'un témoignage. Bonjour, je m'appelle Victoria et j'ai 20 ans, je suis en couple, mais je pense que nous sommes au bord de la rupture. Et tout ça à cause de moi, car je suis une fille très jalouse, j'ai peur que l'on me trompe, ça m'est encore jamais arrivé dans ma vie, mais cette peur est gravée en moi. Quand je parle à mon entourage de mon problème, on me dit souvent que c'est peut-être à cause d'un manque de confiance en soi qui s'est installé en moi, mais je suis sûre que ce n'est pas ça. Donc je suis perdue et je ne sais pas comment y remédier. Pouvez-vous m'aider à vaincre ma jalousie et cette peur de me faire tromper pour sauver mon couple, s'il vous plaît? Je souhaite rester anonyme. J'ai l'impression que c'est un cri du cœur. Hein. C'est un cri du cœur, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que la manière dont c'est écrit, on sent qu'il y a vraiment une espèce d'appel de la dernière chance, tu sais, elle est au bord de la falaise. Et je pense qu'en effet, elle est au bord de la falaise puisqu'elle dit que dans son couple, ils sont au bord de la rupture. Alors c'est marrant parce que quand tu m'as lu la question, je me suis dit qu'elle avait raison, que ça n'était pas un problème de confiance, ce qui est quand même extrêmement rare parce qu'en général, la jalousie, dans 99,99% des cas, c'est un problème de confiance en soi. Je pense que cette nana est très intuitive parce qu'elle a cette certitude et on voit bien que c'est pas du déni. Je pense qu'elle a tout à fait raison, que c'est pas un problème de confiance. Je pense qu'elle a dû vivre quelque chose dont elle ne se souvient pas ou quelque chose qui ne lui appartient pas. Je ne sais pas si tu connais le principe de psychogénéalogie, mais ce sont l'histoire de nos ancêtres, nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos tantes, nos arrière-oncles, etc., qui... parce qu'il y a eu des secrets de famille, parce qu'il y a eu des situations très difficiles, dramatiques, tragiques, et que ça n'a pas été exprimé, que ça n'a pas été guéri, ou même que ça a été caché, transmettent aux générations actuelles des choses très lourdes à porter. Comme un gène. Comme un gène, exactement. Et moi, j'avais entendu parler d'un cas d'un jeune homme qui ne savait pas qu'il était juif et que sa famille avait été déportée dans des camps de concentration et qui ne se portait pas la langue allemande, sans le savoir, tu vois. Bon, eh bien moi, je l'inviterais à faire de l'hypnose régressive, tu sais, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans sa famille ou dans sa jeunesse. Je pense qu'elle a dû assister ou vivre quelque chose, ou quelqu'un de sa famille a dû vivre ou assister à quelque chose d'assez... terrible en termes d'infidélité parce qu'on sent que c'est un traumatisme alors qu'elle ne semble pas avoir un manque de confiance en elle. Donc potentiellement, on peut, sans le savoir, bien sûr, porter le fardeau d'un passé. D'ancêtre. Il y a un livre qui en parle très bien qui s'appelle « Aïe, mes aïeux » et qui parle justement de la psychogénéalogie et du fait qu'on porte des fardeaux qui ne nous appartiennent absolument pas, qui sont de la lignée de nos ancêtres. Et pourquoi l'hypnose ? Parce que l'hypnose te permet de comprendre des choses que ton inconscient ne te délivre pas dans ta réalité quotidienne en fait. Très bien. Donc je lui recommande vivement ça. Est-ce que tu connais Lucie, Julien et Marine qui ont fait beaucoup parler d'eux il y a quelques semaines? Je ne connais pas Marine, mais je connais Julien, bien sûr. Julien Guirado qui a participé à la Villa Brisée, parce que à la Villa Brisée, aussi, hein, parfois elle est brisée. Bon, parce qu'il y a quelques semaines, Julien et Marine se sont séparés parce que Julien a eu des comportements violents envers Marine, dont il a parlé sur les réseaux sociaux. Il l'a reconnu. Par la suite, il l'a reconnu par la suite. Donc, tu nous as expliqué tout à l'heure comment se canaliser quand les disputes dégénèrent, mais est-ce qu'il est possible, avant même de se mettre en couple avec un partenaire potentiel, de reconnaître des signes annonciateurs Pas toujours. Alors, en général, les personnes, les hommes ou les femmes, hein, parce que la violence, elle est mixte. C'est vrai que plus de femmes subissent la violence des hommes, mais il y a quand même des hommes qui subissent la violence de femmes, il faut le dire également. En général, les personnes qui ont déjà eu affaire à ce genre d'hommes ou de femmes violents, psychologiquement, verbalement ou physiquement, les reconnaissent. Ça n'empêche pas qu'ils puissent quand même y aller. C'est là que c'est terrible et que c'est triste, mais ils les reconnaissent et ils le sentent. Mais si on n'y a jamais eu affaire, c'est très compliqué. Il faut écouter sa petite voix et être très observateur du comportement de la personne envers les autres. Ça peut être, je ne sais pas, une attitude en voiture. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a failli le renverser au passage piéton. Comment votre homme ou votre femme va réagir peut en dire long. Quelqu'un qui va
dès qu'il est énervé, hurler ou taper dans un mur, c'est pas très bon signe. Donc en effet, il y a des signes annonciateurs. Le problème quand on vient de commencer une relation et qu'on tombe amoureux, c'est qu'il s'applique une vérité absolue, c'est que l'amour est aveugle. C'est-à-dire que tout ça, on a tendance à l'excuser, le minimiser, ou voire le nier complètement parce qu'à ce moment-là, on est complètement aveuglé, on a des étoiles dans les yeux et l'autre est sublime et donc on le met sur le compte de choses qu'on peut expliquer, qu'on peut pardonner, alors que l'impardonnable, il peut arriver dès le début. C'est-à-dire que normalement, dès le premier geste et dès les premiers propos de violence, il faudrait partir. Et donc dans le cas de ce couple où je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est Marine ou Marina qu'elle s'appelle ? Marine. Marine, je pense qu'elle dû sentir quand même que Julien était quelqu'un qui avait une forte personnalité et je pensais qu'il avait travaillé sur lui par rapport à ça, donc je suis déçue de voir que c'est pas le cas. Déçue pour sa compagne et déçue pour lui aussi parce que je pense que ça lui pèse s'il le reconnaît, qu'il en parle et qu'il s'excuse. Mais ça, c'est une explication, ça n'excuse pas ses gestes. Mais là, voilà, ce que je pourrais conseiller aux jeunes femmes comme Marine ou aux jeunes hommes qui peuvent rencontrer des personnes qui les violentent, c'est vraiment de ne pas pardonner ce qui est impardonnable parce que c'est le début de la relation, qu'on est amoureux et qu'on a envie que ça marche. Tu vois, quand on est très influencé comme ça au départ, parce que l'attirance est forte, parce que le désir est fort, parce qu'il y a de la passion, on accepte des choses qui sont inacceptables. Et en fait, les premiers gestes, les premiers propos de violence ne doivent pas être pardonnés. Sauf si c'est un truc vraiment, enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a 35 balais, ça lui est jamais arrivé de sa vie et il s'avère qu'un jour dans sa vie, il a eu un geste ou un propos de violence parce qu'on est tous humains et qu'on peut tous commettre une erreur, je ne dis pas. Mais quelqu'un qui vous fout une baffe un jour, il y a de fortes chances qu'il en remette une deuxième. Il y a beaucoup plus de chances qu'il en remette une deuxième que plutôt qu'il n'en remette pas. Donc très, très, très vigilant dès le départ en fait. On découvre une nouvelle question au travers d'un témoignage de Marina. Bonjour, je m'appelle Marina et après une rupture douloureuse, je me suis mis en couple avec mon copain actuel. Ça fait 3 ans que je suis avec lui, nous vivons ensemble, mais je fais un blocage. Je n'arrive plus à être aussi câline et affectueuse qu'avant. J'aime très fort mon petit ami et je ne veux pas le perdre. Avez-vous des conseils pour débloquer la situation, pour améliorer notre couple? Merci beaucoup. Aimer, mais ne pas être attiré, ne pas ressentir cette libido. Comment c'est possible? Alors c'est marrant parce que tu vois, juste avant, on avait Marine et je te disais, est-ce qu'elle s'appelle Marine ou Marina? C'est très drôle. Ouais. Tu as raison. Sans savoir que la suivante s'appellerait Marina, en effet. Je pense que alors, je vais répondre à ta question, bien sûr, mais d'abord, pour la question de Marina, qui est comment débloquer la situation, je pense qu'en effet, elle a tout à fait raison, qu'elle est très amoureuse de son petit ami actuel, mais je pense qu'il y a quelque chose, un deuil et quelque chose qui n'est pas réparé, qui n'est pas guéri, qui n'est pas débloqué de sa rupture douloureuse. Je pense qu'il faut qu'elle aille chercher en amont. Ça peut consister en des choses très simples. Ça peut être écrire une lettre à son ex dans laquelle elle lui rend tout ce qui lui appartient, pas physiquement, hein, pas un t-shirt à lui ou un CD qu'il aurait oublié, même si, bon, CD, ça fait vieille, mais bon, bref, pas grave. Une clé. Tu aurais pu dire vinyle. Hein. Ouais, un vinyle, ouais, ça aurait été encore pire. Toi, tu sais, les cassettes qu'on remontait. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qu'en fait, il y a un blocage physique qui s'est fait en elle et on sait que le corps parle très très bien de ce qu'on ne veut pas exprimer. Donc je pense que si elle arrive à exprimer par l'écriture toutes ces choses en disant, voilà, je te rends, je sais pas, l'infidélité, je te rends ta violence, je te rends tes mensonges, je te rends ton manque de respect et je coupe les ponts et voilà, merci pour le beau qu'on a vécu, mais tout le reste t'appartient, moi je m'en libère et aujourd'hui je reprends le pouvoir sur ma vie, ça débloquera les choses. Ça veut dire qu'en gros, on a en soi des choses qui nous pèsent d'anciennes relations et que pour s'en débarrasser, il faut quelque part le verbaliser, c'est ça? Il faut l'exprimer, littéralement. Ouais, c'est exactement ça. On découvre un nouveau visuel. Tu connais Mila? Tu connais Mujdat? Non, tu les as jamais eus dans la villa? Pas encore alors. Enfin, j'espère que tu les auras. Ce serait pas bon signe pour eux. Le mec est horrible. Non. J'ai pas dit ça méchamment. Alors, Mila a reproché à Mujdat de lui avoir dissimulé une double vie. Rappelez-vous, Mujdat m'en avait parlé en interview en toute intimité. Il lui aurait caché qu'il avait une femme et un enfant au début de leur relation. Mais Mujdat avait expliqué cependant que Mila était au courant. Ils se sont remis ensemble après cette crise. Alors, est-ce qu'il est vraiment possible de dissimuler une chose aussi énorme quand on aime? Et pourquoi le faire? Malheureusement, oui. L'amour peut nous rendre très cons, en fait, Sam. Je m'en suis rendu compte quand j'avais entre 20 et 30 ans, hein, parce que moi aussi, j'en ai fait des bêtises, mais l'amour, enfin, pas le véritable amour, hein, mais
l'amour de l'attachement, l'amour du manque, l'amour qui rend jaloux, l'amour de l'attente, l'amour de l'attirance peut te pousser à faire des choses très connes parce qu'en fait, pour garder l'objet de ta convoitise, tu peux être amené en effet à mentir sur des choses qui sont impardonnables. Pour moi, l'explication d'un mensonge, c'est souvent la lâcheté, malheureusement. Et les gens qui mentent vont toujours te dire que non, c'est pas de la lâcheté, c'était pour protéger l'autre ou parce qu'ils avaient peur de se faire engueuler. Mais ça revient au même en fait. La lâcheté, c'est ne pas être capable de dire qui l'on est par peur que la version de ce qu'on est, c'est-à-dire imparfait, et c'est ok avec ça. Quand on est adulte, on s'aime avec ses imperfections. Ça revient à dire tel que je suis, je ne peux pas être aimé, ou l'objet de ma convoitise va s'en aller parce que c'est trop dur. Je me rappelle d'un mec qui m'avait menti, qui m'avait fait croire qu'il travaillait. Alors qu'il était au chômage et toute la journée il jouait aux vidéos où il allait avec ses copains dans des bars. J'ai dit mais en fait c'est quoi le problème? Je suis 100 fois plus choquée par le fait que tu m'aies menti que par le fait que tu sois au chômage. Oui mais si je t'avais dit que j'avais été au chômage tu m'aurais dit. Mais d'abord qu'est-ce que t'en sais? Et surtout le mensonge est 100 fois plus tue l'amour je trouve et a quelque chose de vraiment triste et un peu presque dégoûtant qu'une vérité qui peut en effet générer une discussion. Peut-être en effet qu'elle lui aurait dit ça craint parce que tu es encore marié et que tu as un enfant avec cette femme et que peut-être qu'en effet c'est un peu compliqué, mais c'est son libre arbitre en fait. Et là, quand il fait ça, il ne respecte pas son libre arbitre, c'est-à-dire qu'il ne lui dit pas qui il est, il ne lui expose pas la vérité, donc il lui propose une relation qui n'est pas la vraie relation. Et donc après qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'elle, elle est tombée amoureuse et après il lui annonce, enfin a priori il lui aurait pas menti, mais après il lui annonce qu'il a une femme et un enfant. C'est-à-dire qu'elle a choisi quelque chose, c'est une publicité mensongère, tu vois, c'est comme si tu commandais un article, qu'on te disait c'est du rose et du bleu, et tu reçois le truc en vert et en jaune. Mais si ça avait été en vert et en jaune, tu ne l'aurais pas acheté. Peut-être que Mia, si elle avait su qu'il avait été marié et qu'il avait eu un enfant, elle ne serait pas allée avec lui. Donc, je comprends même pas l'idée. Mais sur les sites de rencontres, tu as tout un tas de mensonges sur les mecs ou les nanas qui se rajoutent 2 cm, qui s'enlèvent 2 ans, c'est quoi l'idée en fait? Ça va à l'encontre du principe de l'amour, qui est quelque chose d'inconditionnel, de gratuit. On n'aime pas les gens parce qu'ils sont beaux, grands, mariés, pas mariés, intelligents ou pauvres. On les aime parce qu'on aime leur cœur, ça ne s'explique pas. À partir du moment où tu expliques l'amour, c'est plus de l'amour, c'est de l'estime. Donc quand on ment, finalement, on est en train de vendre une version de soi qui n'est pas soi. Donc cette pauvre jeune femme, elle est tombée amoureuse d'un homme qui n'est pas lui. Et comment ne pas tomber, nous, dans la paranoïa si on rencontre quelqu'un et qu'on a des doutes, tu vois, sur cette personne? Tu sais qu'on est dans cette dynamique de recherche, de dire j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Déjà, si tu sens qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Sauf si tu es une jalouse maladive ou un jaloux maladif, et auquel cas c'est de la névrose. Mais si ton intuition te dit qu'il y a quelque chose, moi je dis quand il n'y a pas de doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si tu sens, moi à chaque fois que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, en mettant la jalousie en effet qu'on peut tous ressentir à un moment donné de notre vie de côté, il y avait quelque chose. Cette amie, soi-disant, vous êtes amie, je sens qu'il y a un truc. Mais non, je t'assure qu'il n'y a pas un truc. Et bam, on se sépare, 6 mois après, t'es avec elle. Tiens, tu vois qu'il y avait quelque chose. Enfin, tu vois, donc vraiment suivre son intuition et communiquer et ne pas se laisser endormir par rapport à son intuition. Si on est en intuition, c'est que c'est la vérité, c'est sûr. Dernière question, mais je me sens inspiré par la thématique. Le mensonge par amour, est-ce qu'on ment pour l'autre ou est-ce qu'on ment pour soi? Par peur de l'autre ou par peur de soi? Il n'y a pas de mensonge par amour, Sam. On ne peut pas mentir par amour. Oui, mais les personnes qui mentent, ils ont peur de quelque chose. Les personnes peuvent mentir en amour, mais elles ne mentent pas, on ne ment pas par amour. Le mensonge n'est jamais fait par amour. Le mensonge ne protège personne. Personne, ni soi ni l'autre. Il ne fait que retarder l'échéance et même aggraver la vérité. Donc c'est un gain de temps. En fait. La vérité est toujours un cadeau. En revanche, la franchise, c'est l'art d'écraser les pieds, comme on dit des autres. Il y a une façon de dire la vérité. Il y a un bon moment et il y a une bonne manière de dire les choses. Mais on n'a pas à s'excuser de commettre des erreurs ou d'être imparfait. Donc le mensonge n'a jamais lieu d'être, surtout en amour. On découvre un nouveau témoignage anonyme cette fois-ci. Il est de Mila M. Bonjour Lucie et Sam, j'ai 21 ans et je suis sortie avec seulement 3 garçons. Alors 2 mois, 3 mois et 1 an et demi. Depuis plus de 2 ans, je suis célibataire. J'aime bien parce que tu as vu, c'est bien expliqué. Hein. Il m'arrive de parler sur les réseaux. Ils ont tous bien expliqué. Il m'arrive de parler sur les réseaux avec des garçons qui me plaisent, mais très vite, je me lasse sans même les avoir vus en vrai. Alors que pourtant, au début, ils avaient ce que je recherchais chez un garçon. Parfois, je parle avec un garçon pendant 3 mois non-stop et d'un coup, je vais me lasser et je ne ressens aucun manque. Je sais exactement ce que je veux dans ma vie et je souhaite me marier tôt et fonder une famille tôt, mais avec cette problématique, c'est compliqué. J'aimerais savoir pourquoi je me lasse tout le temps alors que les personnes avec qui je parle me plaisent au début et comment faire pour que j'arrête de me lasser. Merci d'avance et bonne journée à vous.
Je suis sûre que même toi, tu pourrais répondre tellement c'est évident. Elle parle trop. Trop de blabla, pas assez de rencontres. En fait, on ne peut pas tomber amoureux d'un être que l'on n'a pas rencontré dans son entièreté, de manière exhaustive. C'est-à-dire que parler va faire que justement, elle va commencer à avoir de l'estime, c'est-à-dire qu'elle va aimer discuter avec lui parce que, je sais pas, ils ont des points communs, parce qu'il est drôle, parce qu'il la flatte, parce qu'il lui envoie des petits de bonne nuit et bonjour le matin et que c'est très agréable, etc., etc. Et ça, tu t'en lasses, ça ne reste pas. Parce que les gens changent et qu'on évolue et que nos désirs sont différents et que les offres de l'autre sont différentes. L'amour véritable, c'est rencontrer quelqu'un et être touché par cette personne en plein cœur parce que cette personne, de manière encore une fois inexplicable, nous remplit le cœur et on a envie de son bonheur. Donc tant qu'elle ne rencontre pas ces garçons, elle ne peut pas les aimer et donc forcément elle se lasse. Donc parler beaucoup moins longtemps et rencontrer beaucoup plus, tout en restant en sécurité évidemment et en restant prudente. Mais en fait, les réseaux sociaux comme les applis de rencontre ou les sites de rencontre ne sont que des moyens et pas des fins. C'est-à-dire que c'est un moyen de rentrer en contact avec des personnes que tu n'es pas censé forcément croiser dans ton entourage, ton travail, tes amis, tes activités, ta salle de sport, etc., etc. Mais une fois que tu as pris contact avec cette personne, rencontre. Parce que rien ne remplace une odeur, une expression, un sourire, des yeux qui pétillent, une façon de bouger, de s'adresser au serveur ou à la serveuse, etc., etc. Et c'est ça qui va déclencher l'amour, c'est l'entièreté de la personne. Et là, elle n'a qu'une partie de cette personne. Mais est-ce que les sites de rencontres, parce que je vais rebondir là-dessus, ne favorisent pas notre envie inconsciente de rencontrer cet être parfait qu'on se crée dans la tête? Tu sais, dû à tous ces critères qu'on peut rentrer sur certains sites. Oui, je suis absolument contre ça. Je suis absolument contre ça parce que moi, j'ai beaucoup utilisé les sites de rencontres à la grande époque. C'était Mythique qui venait de sortir, ça dit long sur mon âge. Et en fait, je trouvais cette liste de courses atroce parce qu'en fait, ça nous place non pas comme des êtres vivants, mais des objets de consommation. Je veux un homme entre 1m80 et 1m85 qui ait un bac+2 à bac+6. Entre 22 et 42 ans. Entre 22 et 42 ans. Musclé ou mince, mais pas de ventre. Qui soit sportif et qui n'ait pas eu d'enfant. N'importe quoi. Encore une fois, ça rend les humains objets de consommation. Alors que l'amour est tout sauf ça. L'amour ne consomme pas. L'amour, il l'aime sans avoir besoin d'explications ou de critères. Et la preuve. Combien de fois on est, parce que si on a l'ouverture d'esprit nécessaire et l'ouverture de cœur surtout nécessaire, tombé amoureux ou amoureuse de personnes qui ne ressemblaient a priori absolument pas aux personnes dont on pensait pouvoir s'amouracher et par lesquelles on était attiré auparavant. Tu vois, moi j'avais dit jamais un mec plus petit que moi. Mais ça m'arrivait de tomber amoureuse de mecs plus petits que moi. Je pensais ne pas pouvoir être avec un homme qui avait des enfants. Et je suis tombée amoureuse d'hommes qui avaient des enfants, etc. Donc en fait, tout ça, cette espèce de liste de courses, ça vaut pour les courses, ça vaut pas pour l'amour. Est-ce que tu connais Lucie, Carla et Kevin? Non, je commence à avoir honte, mais toujours pas. Eh ben, je vais te l'apprendre. Carla et Kevin sont des personnalités du programme Les Marseillais. Carla et Kevin donc, sont aujourd'hui les heureux parents d'une petite Ruby. Alors cependant, Carla et Kevin ont connu une relation très mouvementée depuis qu'on les a rencontrés à la télévision. Kevin reprochait à Carla sa jalousie extrême et d'un autre côté, il lui a été infidèle à plusieurs reprises quand il était en émission. Alors, la jalousie, est-ce qu'elle peut foncièrement détruire un couple? Oui. Bon, alors en l'occurrence, dans le cas de Carla, elle a raison d'être jalouse parce qu'elle avait une matière à l'être. Elle avait matière à l'être, donc il y a jalousie et il y a la jalousie. Il y a la jalousie projetée, et dans 80% des cas, c'est ça, c'est-à-dire 80% des peurs que l'on vit dont la jalousie sont projetées, c'est-à-dire pas réelles. La peur réelle, c'est avoir un chien féroce qui nous aboie dessus et qui est sur le point de nous mordre. Là, tu ressens une adrénaline pure. La peur projetée, c'est j'ai un rendez-vous de recrutement ou j'ai un rencard hyper important et je peur. De quoi t'as peur? Ça n'existe pas encore, donc c'est projeté. Donc il y a la jalousie projetée, qui est en effet la mauvaise jalousie entre guillemets, et puis il y a la jalousie réelle. Elle a raison, en l'occurrence, cette jeune femme d'être jalouse, puisqu'il s'avère que son conjoint l'a trompée. Donc une jalousie excessive, en effet, peut détruire un couple. Une jalousie plutôt saine et plutôt équilibrée et normale peut au contraire rendre les choses un peu intéressantes, pimentées, être un peu excitantes et rassurer. Même si ça n'est pas de la bonne manière, parce qu'encore une fois, ça flatte l'ego et non pas vraiment le cœur, parce que aimer n'est pas être jaloux, alors absolument pas, et c'est pas parce qu'on aime qu'on est jaloux, et c'est pas parce qu'on est jaloux qu'on aime. Mais une jalousie excessive peut détruire un couple, une mini-jalousie mignonne peut flatter et entretenir les choses au contraire. Question à 1 million, Lucie. Est-ce que ça fait de nous, en tant qu'être humain, des personnes faibles que d'accepter les adultères, les tromperies de son partenaire? Non.
absolument pas. En fait, ce qui fait de nous, ce qui fait de l'être humain une personne faible, c'est celle qui refuse d'être qui elle est dans son authenticité et sa vérité absolue, parce qu'elle imagine que telle qu'elle, elle ne pourrait pas être aimée ou considérée par l'autre. Donc en fait, si ton truc, c'est le macramé et que tu as envie de te teindre les cheveux en vert, d'élever 46 chats, et que tu es tel que tu es et OK avec qui tu es un être humain magnifique. En fait, les êtres humains faibles sont ceux justement qui essaient de ressembler à ceux que l'on croit, ceux qu'ils croient qu'on attend d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça la vraie faiblesse. Allez, on découvre un témoignage avec une nouvelle question de ma communauté de Laure Ferté. Sam Zira et aussi notre superbe love coach Lucie, bonjour. C'est parce qu'elle m'a pas vu au réveil. Oh, arrête, tu es très dur avec toi-même. J'ai 48 ans, maman célibataire d'une adolescente de 18 ans, jeune adulte. Ma problématique est que ne voulant plus souffrir, je me refuse à rencontrer, surtout à aller plus loin que la dite rencontre. Je tombe très vite amoureuse car j'ai énormément besoin d'amour et d'attention, mais pour autant je ne veux plus souffrir et je ne pense ne plus avoir droit à l'amour. Je bloque complètement. Ma question est simple et à la fois tellement compliquée. Mais comment faire pour me laisser aller et vivre, revivre? Car depuis que j'ai quitté le père de ma fille il y a 14 ans, je n'ai eu que des aventures et j'ai toujours fait en sorte que ça s'arrête avant de trop m'accrocher. Et non, je ne souhaite pas rester anonyme car si je suis sélectionnée, je veux que Lucie s'adresse personnellement à moi et pas à une femme invisible. Merci et bravo pour cette initiative. Bisous Sam, bonne journée. J'aime beaucoup ce message, je le trouve extrêmement touchant. Ça me touche parce que je connais, c'est le cas de pas mal de femmes qui ont refait leur vie ou qui souhaitent, qui aspirent à refaire leur vie mais qui n'arrivent pas à tourner la page d'un premier mari ou d'un papa qui est parti. Ouais, bravo Laure et merci parce que je pense en effet que sa question va concerner beaucoup de femmes, ou d'hommes d'ailleurs, et puis parce qu'il y a une espèce d'humilité dans la façon dont elle pose la question qui est très touchante et que j'apprécie beaucoup. Alors il y a plusieurs choses. Laure, à mon sens, ça va peut-être être un peu dur à entendre, mais je pense que tu es ce qu'on appelle une dépendante affective. Tu dis tu as besoin d'amour et d'attention et je pense qu'en effet tu es devenue amoureuse de l'amour. Et c'est le risque quand on a été très blessé, quand on s'est retrouvé seul très longtemps et qu'on a voulu se protéger et mettre une carapace autour de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu sembles capable d'aimer mais avoir surtout besoin d'être aimé pour être rassuré et à nouveau en confiance et te sentir bien, te sentir estimé. Donc il faut avant toute chose à mon avis pour que les choses se débloquent, travailler vraiment sur la reconsidération de soi, c'est-à-dire la confiance, l'estime, c'est-à-dire la capacité à penser que tel que tu es aimable Laure. Et tu l'es parce que chaque être qui vit sur cette planète a la possibilité d'être aimé, encore une fois, comme il le désire, comme il le mérite, et tel qu'il est dans son authenticité et sa vérité, son essence originelle. Donc travailler sur ça, sur cette vérité qui est que qui que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu dises et quoi que tu penses, tu pourras rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est la première marche sur laquelle tu dois te hisser. Je pense que le fait que Laure soit maman ne doit pas l'aider non plus. Non pas parce que les hommes cherchent des femmes célibataires, surtout qu'elle a une fille qui est maintenant grande. C'est pas comme si elle avait un bébé de 2 ans, tu vois, et encore que. Je pense que le fait que sa fille peut-être commence à vivre ses premiers amours, etc., doivent un peu la titiller parce que lui faire revivre certainement des choses qu'elle a dû vivre à l'époque, peut-être avec le père de son enfant, etc., etc. Donc pour moi, il y a un vrai travail de psychothérapie à mettre en place. La psychothérapie, attention, ça ne se fait pas forcément avec un thérapeute, ça peut se faire tout seul, avec des livres, avec des amis, avec tout un tas de vidéos, de conférences, etc. Mais je pense qu'il est vraiment temps que tu t'autorises simplement à revivre en te disant que cette attention, tu la mérites, mais ça ne doit pas être ta première demande et ton premier objectif. Ton premier objectif, ça doit être vraiment l'amour de soi et l'amour de l'autre, gratuit et sans attente. En tout cas, c'est bien d'avoir conscience d'une situation et de vouloir. Il y a une très belle conscience de la situation. Oui. Je trouve ça génial bravo. Et bravo pour tous vos témoignages. Merci infiniment. On découvre une personnalité, c'est Paga. Paga, donc candidat emblématique des Marseillais, pilier depuis la première saison. Alors Paga a rompu avec Adixia, couple emblématique. Tu as dû entendre parler Paga Adixia? Non. Bon, d'accord. Donc ils ont rompu en 2017. Leur relation a duré environ 3 ans, incluant un mariage en Thaïlande dont on se souvient. Et depuis, Paga vaque d'une relation à une autre dans les programmes, dans les Marseillais, en tentant de trouver l'amour, le vrai, à nouveau. Alors,
Par quelle étape est-ce qu'une personne passe après une longue relation sérieuse? Est-ce que c'est normal d'enchaîner les conquêtes? Il n'y a pas de normalité. Ça peut être ça. En fait, chacun va passer des étapes de développement, de réparation et de deuil différentes. Ça peut être en effet en échangeant les conquêtes, mais pour différentes raisons. Hein. C'est pas forcément pour flatter l'ego, ça peut être pour oublier la souffrance, ça peut être pour oublier le manque et la difficulté, ça peut être pour combler un manque d'affection et un manque de réconfort et d'amour. Ça peut être pour plein de raisons et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger à partir du moment où Paga est respectueux et honnête vis-à-vis de ses conquêtes. Mais oui, il faut respecter les étapes du deuil quand on rompt. Il y a une phrase, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai tendance à dire qu'il y a une part de vérité là-dedans qui dit qu'il faut la moitié d'année d'une relation pour s'en remettre complètement. Ah oui, j'ai entendu Donc ça. 3 ans, ça ferait 1 an et demi, c'est énorme. Mais t'imagines quand tu as passé 20 ans avec quelqu'un, ça fait 10 ans. Ça. Mais en fait, ne pas être complètement remis ne veut pas dire que tu ne peux pas reprendre une relation. Ça veut dire simplement que tu dois continuer ce travail. Tu peux ne plus aimer la personne, mais avoir à continuer malgré tout à te reconstruire, à faire ton travail de deuil et surtout ton travail d'apprentissage des leçons engendrées par la relation précédente que tu as vécue. Donc, les étapes, on les connaît, les étapes du deuil. Hein, il y en a 5, alors il y en a même 7, mais les principales, ça va être la colère, le déni et puis enfin l'acceptation, mais en étant passé par la dépression, la négociation, etc. etc. Donc oui, il est important de respecter des étapes et surtout, il est important de respecter ses propres étapes et de prendre le temps nécessaire de la digestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génération actuelle va vite, se précipite. Il faut que tout soit acquis très très vite. Ils sont dans une espèce d'urgence de vivre. Un refus de souffrir, une urgence de réparer très vite, et ils oublient une donnée qui est essentielle dans tout ça. Travailler, réfléchir, considérer, analyser, penser, très bien, mais la donnée absolue qui va faire que tout ça va être possible, c'est le temps. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'entre eux. On découvre un témoignage et je crois que c'est le dernier témoignage avant un petit bonus, tu vas voir. Bonjour Lucie et Sam, moi c'est Claire, 41 ans, j'ai vécu une relation toxique avec un pervers narcissique depuis quasi 7 ans. Ça vient de finir le 1er mai, il m'a frappé, ensuite volé ma voiture et l'a détruite. J'aimerais savoir comment faire pour ne plus attirer ce genre de personnages qui détruisent ton âme et ton cœur. Comment faire pour le retirer de ma tête en sachant qu'il a évidemment fait le vide autour de moi. Merci pour vos réponses et prenez soin de vous. Prends aussi soin de toi. Oui, surtout toi, prends soin de toi. C'est très gentil de penser à nous et c'est beau d'avoir encore cette capacité d'altruisme après ce qu'elle a vécu. Là, pour le coup, de manière très chirurgicale, il faut aller consulter. C'est-à-dire que c'est allé extrêmement loin, c'est extrêmement récent, c'est allé non seulement loin psychologiquement, mais également physiquement. Là, il faut se faire aider. Et se faire aider, encore une fois, ce n'est pas forcément par un psychothérapeute. Il y a des groupes de parole formidables, des associations de soutien qui existent. Ça peut être des appels téléphoniques anonymes avec des gens qui sont formés à cette écoute active. Mais là, il ne faut pas rester seul avec ça parce que ça va prendre du temps de te reconstruire, Claire. Et c'est normal parce que si tu t'étais cassé la jambe, tu accepterais d'être plâtré, de te reposer et de rééduquer. Là, c'est pareil. Ton cœur, ton corps, ton esprit ont été violentés et il y aura forcément une cicatrice. Mais si tu veux que cette cicatrice ne se rouvre pas à chaque fois, il faut réparer et guérir. Et pour ta deuxième question, qui est très importante, qui est comment ne plus attirer ce genre de personnage, eh bien, ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire en premier lieu, c'est-à-dire que guérir justement pour ne plus avoir affiché sur son front « je suis une proie à ce genre de pervers et ce genre de prédateur ». C'est-à-dire que si tu ne guéris pas ça, si tu ne prends pas le temps de te reconstruire, et si tu restes fragilisé par la destruction qu'a opéré cet homme, parce que le but des pervers, c'est de détruire ce qu'on ne peut pas devenir, hein, c'est ça. Hein. Ils tombent soi-disant amoureux, ils ne sont pas capables d'amour, mais soi-disant amoureux d'une personne pour toutes ses belles qualités, tout ce qu'elles sont, et quand ils voient qu'ils ne peuvent pas être cette personne, ils lui volent ce qu'elle est, ils la détruisent. C'est le fonctionnement de la plupart des pervers. Tant qu'elle n'aura pas réparé ça, et tant qu'elle sera encore fragilisée par ça, tous les hommes vont la voir comme une proie. Parce qu'elle sera la gazelle affaiblie, tu sais, que la lionne repère et va attaquer. Ben, c'est le même principe avec ce genre de prédateur. Donc vraiment guérir, prendre le temps, réparer, prendre soin de soi et ensuite repartir en ayant repris du poil de la bête. Et quand on est, en l'occurrence, les deux pieds dans le plat dans une situation aussi dramatique, est-ce qu'il y a des numéros utiles vers qui on peut se tourner ? Pour la violence 3919,
qui est un numéro gratuit. Alors, je ne sais pas si c'est anonyme, mais je pense que oui, et qui est un numéro qui fonctionne très bien. Et il y a tout un tas d'associations. Et même quand il y a un cas carrément d'urgence, ça peut être tout simplement le 112, qui est l'appel de secours international pour tous les secours, que ce soit une blessure dans la rue ou une violence physique ou même psychologique, pour n'importe quelle urgence. Sinon, pour les violences de ce type, c'est le 3919. Merci Lucie. Et enfin, petit bonus, est-ce que tu le reconnais? Alors, c'est toi à droite, Oui, c'est moi. et à gauche, je ne sais pas. C'est mon chéri. Parce que lui n'est pas du tout vidéo, il aime l'anonymat. Il a raison aussi. Hein. Oh bah oui, C'est il a peut-être raison. aussi. Alors, la question est la suivante. Avec mon chéri, on se dispute souvent. Et je suis complètement conscient que la majorité de nos disputes partent d'une bêtise. Mais malgré cela, je n'arrive pas à les éviter. Lucie, ça va très loin. Il a une casquette sur la vidéo. Ah, tiens, attends. Il a un bas rouge ou tu l'as repeint en rouge? Ça m'intrigue énormément. C'est filtre. une full combinaison des pieds à la tête jusqu'aux doigts. C'est génial. Voilà, Je trouve ça avec super une drôle. casquette. Et Lucie, bah oui, écoute. Donc vous vous disputez beaucoup, oui. ça part de rien, c'est pas des grosses Ça choses. part toujours de choses bêtises. Si encore c'était pour une tromperie, pour des soupçons, pour Non, des c'est trucs, un détail à la con, comme on c'est dit. des bêtises, mais qui fait que pendant des jours, on se parle plus. À se Ah faire bon la gueule, Toi ou lui? à rompre, à se quitter. Ah ouais? Moi, je romps beaucoup, je quitte beaucoup. Pourquoi? Parce que Quand tu romps et que tu quittes, c'est quoi? C'est une façon pour toi de lâcher de la pression, te dire que c'est possible et en allant loin comme ça crée un soulagement et une détente. C'est une façon de dire à l'autre qu'il n'a pas le pouvoir. C'est une façon, toi, de récupérer du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui te pousse à avoir besoin d'aller si loin? Les nerfs. Peut-être que sur le moment aussi, c'est une façon, tu as raison, je ne l'avais pas vu comme ça, d'affirmer un certain pouvoir, d'affirmer une Ta certaine liberté, force. ta capacité de ne pas être acquis et Mais pouvoir partir. le problème, c'est que j'ai l'impression que je suis rentré dans ce cercle vicieux et que le couple fonctionne sur la dispute. Tu vois un Aïe. peu l'idée? Ouais. Voilà. Et il fonctionne sur autre chose encore. Il fonctionne sur autre chose. Parce que je sens de l'amour, moi, dans cette photo. Mais il y en a énormément. Mais le problème, c'est que quand il y a des périodes comme ça peut, voilà, sur des semaines, ça peut être 3 jours de dispute, 4 jours bien, 4 jours de dispute, 2 jours bien. Des périodes où pendant 3 semaines tout va bien, après pendant 3 semaines tout va mal. Tu vois, c'est pas évident. Et c'est épuisant. C'est épuisant. Nerveusement, c'est épuisant. Et Oui. attention, en effet, tu fais bien de te poser la question parce que la relation, tu sais, tu me demandais tout à l'heure combien de fois on peut quitter avant que ça finisse par abîmer. Vous êtes en train de vous user tous les deux. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça ira pas plus loin, ça continuera de la même manière. Je ne pense pas que ça va s'aggraver, mais ça aura été tellement répétitif, vous serez tellement fatigué, vous aurez tellement usé votre cœur et votre machine. Tu sais qu'on peut briser le cœur physiologiquement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des scanners qui ont été montrés de cœur littéralement brisé. C'est-à-dire qu'on peut aller tellement loin qu'à un moment donné, on atteint le point de non-retour, Sam. Donc en fait, je pense qu'il faut inverser et casser ce cercle vicieux pour re-rentrer dans un cercle vertueux. Et pour ça, il y a plein de techniques. Ça peut être tourner cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler ou dans la sienne, en l'occurrence, c'est encore mieux. Et ça peut être simplement prendre du recul, travailler sur des choses qui te relaxent et font du bien, comme la méditation, le yoga, la course à pied, ce que tu veux. Mais là, en effet, tu l'as bien nommé et bien identifié, tu es rentré dans une mécanique de couple. Essaye de réparer cette mécanique de couple en créant une nouvelle habitude. Tu sais qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Pour ça, moi, il y a une technique que j'adore, qui peut prendre du temps, mais qui fonctionne très bien, c'est tu prends un bracelet et ton conjoint prend également un bracelet. Et votre bracelet, le pari, c'est qu'il doit rester de votre côté gauche du bras pendant 21 jours. Pour qu'il reste de ce côté gauche, vous devez appliquer une nouvelle habitude pendant 21 jours. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelque chose qui ne nous va pas, au lieu de hurler, de crier, on se l'écrit. On fait un cahier de doléances qu'on pose dans la cuisine ou dans l'entrée. Il y a un truc qui m'a énervé, on se l'écrit. Et l'autre le lira quand il aura envie, et c'est moins agressif que là. Si on rate, le bracelet passe du côté droit. Ça veut dire qu'on recommence à zéro les 21 jours. Le cycle de 21 jours. Et bien ça, je pense que ça va m'être très précieux. Ça casse la mécanique. Et je m'en étouffe. Ouais, ça casse. Mais tu as du mal à le dire parce que c'est encore quelque chose un peu à vivre pour toi. Mais en fait, ce cycle de 21 jours, il va recréer une nouvelle habitude. Parce que ça, c'est une habitude que vous avez prise, mais que vous n'aviez pas forcément au départ, Non. on est d'accord? Donc si tu as pris cette habitude vicieuse, tu peux prendre une habitude à nouveau vertueuse. On peut défaire une habitude, Oui, bien sûr comme que quand oui. on se remet dans le droit chemin et qu'on veut perdre des petits kilos. Alors on ne peut pas défaire, mais on peut en créer une On peut en créer qui une autre. remplace une autre. Eh bien écoute, merci pour ces précieux joie. conseils. J'espère aussi à la maison que ça va vous aider, que ça vous a aidé, Oui. que ça vous a peut-être débloqué certaines choses parce que la parole, et tu le disais en introduction, elle peut dénouer Oui. énormément Oui. de situations. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce challenge de l'amour avec Lucie Mariotti. Ça a été c'était encore un plaisir de Moi, partager j'ai cette adoré vidéo aussi. avec toi.
Lucie, tes bouquins sont disponibles de partout. Vous tapez Lucie Mariotti sur Internet, Oui. ils sont partout. Vous allez dans une bonne librairie, ils sont partout. Et puis, il y a de toute façon maintenant l'aspect vidéo sur YouTube. On tape juste Lucie Mariotti. Oui, j'ai ma chaîne à mon nom. Ben voilà, Lucie Mariotti sur YouTube et vous aurez tous les conseils dans les conditions du direct, du live avec Lucie. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et aimez-vous.